Donc le Brésil informe dans ce processus que qui prévient est un ami, n'est-ce pas? Si vous continuez dans cette direction, nous irons jusque-là. Il y a une procédure, disons, protocolaire dans tout cela, n'est-ce pas? C'est une procédure, pour utiliser une expression bien à nous, saine. Il n'y a rien de mal à cela, c'est sain. Tu préviens l'autre, regarde, j'ai cette ressource, vas-y doucement. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ce message, à mon avis, César, tu as eu tout à fait raison de le mentionner. Ce message s'adresse à qui de droit? Tu sais à qui il s'adresse? Aux hommes d'affaires américains, qui font des affaires avec le Brésil et qui perdent de l'argent. Si on ne s'en souvient pas, rappelons-le. Nous avons 11 produits, 11, dont le Brésil est le principal fournisseur des États-Unis. Ça commence par la fonte brute, qui pour nous, qui travaillons avec l'information et non avec les entreprises, ne veut rien dire. Mais pour ceux qui travaillent au quotidien dans les usines, qui fabriquent des choses, la fonte brute est essentielle. Donc nous sommes fournisseurs de cela. La cellulose, les amis. La cellulose est un produit fondamental. On pense que la cellulose sert à faire du papier, mais plus personne n'utilise de papier. Oubliez le papier, tout se fait sur l'ordinateur. Désolé mon cher, associe la cellulose à un autre petit mot. Tu aimes seulement fabriquer des emballages pour l'eau. Amazon, professeur. Cellulose, exactement. Jeff Bezos perd les cheveux qu'il n'a pas avec cette affaire. Oui, exactement. Si tu retires la cellulose, tu ne peux pas emballer les choses pour les livrer. Il n'y a pas de e-commerce, mec. Tu combines A avec B. Donc c'est dans ce processus, je parle de deux, non? Et il y en a d'autres qu'on connaît peu, il y a plusieurs minéraux qu'on connaît peu. Bien sûr, on a des produits phares, le sucre, le café, non? Les fruits, non, c'est pas seulement ça. Il y a une connexion, non, entre le Brésil et les États-Unis qui existe depuis des décennies, ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors allons-y doucement avec ça, non? Et le Brésil signale que cela se produit. Dans le sous-texte de cette communication, il est implicite, n'est-ce pas, que nous allons utiliser la loi de réciprocité, ce qui nous autorise à attribuer les quotas qui vont aux États-Unis à d'autres pays. Faites attention à cela. C'est évident, et nous l'avons déjà montré, et les Américains l'ont parfaitement compris. Ils se sont assis à la table pour discuter avec nous en octobre et novembre de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que en août, septembre et même en octobre, le volume des exportations brésiliennes avec les États-Unis en déclin n'a pas baissé, il a augmenté. Il y a beaucoup de gens intéressés à acheter ce que les États-Unis achètent aussi. C'est pas seulement la Chine qui a augmenté de 21%. De nouveaux marchés se sont ouverts. Égypte, Philippines, Malaisie. Pour en citer quelques-uns qui me sont venus à l'esprit, oui, qui sont plus grands, plusieurs pays africains. Alors non, tu ne veux pas, parce que le chiffre parle de lui-même. En août de l'année dernière, avec la crise, en vendant 18 de moins aux États-Unis, tu vas sur Google et regarde, ça a donné 3,7 de plus en exportation. Cela a une signification. Alors tu sais, un entrepreneur, il fait face à la réalité. Ici, là-bas, en Mandchourie, en Chine, il fait face à la réalité. La réalité indique certains points, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est écrit dans cette note, mais c'est formulé comme un avertissement. Ce n'est pas sur un ton de confrontation, n'est-ce pas? N'importe quel diplomate débutant va s'en rendre compte. Ceci n'a pas un ton de confrontation, ceci a un ton d'avertissement. C'est ça. Voilà. Écoute, tout d'abord, n'est-ce pas, il faut toujours garder à l'esprit que cette année, en ce qui concerne des affaires militaires, l'invasion militaire, l'Amazonie, c'est un sujet brûlant, tu sais, Desmarais. C'est un sujet très délicat. J'attire l'attention, je ne vais pas me souvenir exactement, ma mémoire me fait défaut, mais c'était il y a environ 8 ans, 6 ans. Le Brésil a déplacé toutes les unités qu'il avait à la frontière avec l'Argentine, qui étaient des unités présentes depuis des décennies à la frontière avec l'Argentine. Il a transféré toutes ces unités vers la frontière nord, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Je parle de véhicules blindés, de questions militaires. Il a dit qu'il les avait transférés. En d'autres termes, le problème ne date pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout d'abord, l'armée brésilienne, l'armée de l'air brésilienne, la marine brésilienne sont conscientes que c'est un fait avéré, n'est-ce pas?
J'ai beaucoup insisté, n'est-ce pas, auprès des personnes qui me parlent, des élèves et tout le reste, sur un fait très concret concernant cette analyse. Faites bien attention à ce qui suit. Le Brésil n'est pas le Venezuela, ce sont des choses différentes. Très différentes, n'est-ce pas? Notre réalité ici dans les forces armées est complètement différente de la réalité vénézuélienne, n'est-ce pas? Nos forces armées sont absolument préoccupées par une nouvelle politique de défense. Ils sont préoccupés par la guerre électronique. Ils sont préoccupés par un pays qui a la dimension du Brésil dans une réalité qui est la leur. Ils ne sont pas préoccupés par des fantômes, ils sont préoccupés par des choses réelles. Par exemple, la marine brésilienne veut compléter son cycle de sous-marins. D'accord? Mais avant de compléter le cycle des sous-marins, elle veut clarifier le type de défense qu'elle assure sur notre côte. L'armée brésilienne est préoccupée par les drones. Comment pouvons-nous maîtriser la guerre électronique? Et l'armée de l'air n'a même rien dit. L'armée de l'air est peut-être la partie la plus sensible. Mais là, il faut voir à quel point elles ont évolué avec le Jacquarot. Et ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Cette force armée qu'on avait en tête il y a quelques années, ça a changé. Ça ne sert à rien de se voiler la face, ça ne sert à rien de prétendre le contraire. Ils ont une autre mentalité, n'est-ce pas? Et une mentalité professionnelle et opérationnelle. Le débat le plus fort qui existe aujourd'hui au sein des forces armées brésiliennes est une discussion très sensible sur le fait de savoir si nous devons suivre Israël, les États-Unis et les autres forces et avoir un commandement unique et non 3 commandements, y compris celui de l'aéronautique. C'est quelque chose de plus évolué, d'accord? C'est réel, d'accord? Les forces armées américaines le savent, point, d'accord? J'insiste. Malheureusement, je dois le reconnaître, il y a des articles qui sont carrément sans gêne à ce sujet. Alors, je l'ai divulgué à propos de la Colombie, que la Colombie va mettre en œuvre le plan Colombie qui va venir ici et tout ça, non? Il vaut mieux qu'on se souvienne, n'est-ce pas, de l'autre plan Colombie qui a eu lieu sous le premier gouvernement Trump, non? Qu'ils ont envoyé, qui voulaient même créer une force de plusieurs pays en Colombie. Attention à cela, c'est une information importante, ça vaut la peine de le noter. Le représentant de l'armée brésilienne qui a assisté à cette réunion en Colombie n'était autre que Hamilton Mourão, le vice-président de Bolsonaro. Vous savez ce qu'il a fait quand il est allé là-bas? Il a regardé les Américains et leur demande. Je ne l'oublierai jamais. C'était ce secrétaire d'État et il leur a dit une chose évidente, n'est-ce pas? Le Brésil ne participera pas à cela parce que l'équipement militaire que nous avons est bien inférieur à l'équipement russe présent au Venezuela. Nous n'allons pas nous engager là-dedans. Vous allez apporter de l'équipement qui utilise des pointes en tungstène, en uranium, tungstène et uranium, des mortiers anti-chars. Vous allez nous apporter les chars, vous allez nous donner ces chars. Si vous ne nous donnez pas ces chars, nous n'irons pas. Nous n'avons rien à voir avec ça. Attention, je parle de Hamilton Mourão. Oui, non. Oui, c'est juste un général compétent, 4 étoiles, tout ça, mais qui regarde ça et dit, écoutez, même dans une idéologie, on ne va pas le faire. Alors je me méfie, n'est-ce pas? J'en suis à peu près certain qu'on parle, n'est-ce pas, du même jeu habituel. Ce que ces gens disent, ça ne s'écrit même pas. Oui. Cette réalité est très dure. C'est cette réalité dans laquelle tu vas entrer là-bas. Il faudrait y aller avec un hôpital, une école, avec la présence de l'État pour mettre fin à ça. Imagine. C'est la dernière chose à laquelle on pense. Donc, c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que je soupçonne que Peter Wexeth et Marco Rubio, tu vois, ils parlent plus en pensant à la succession de Trump et à son camp politique qu'à n'importe quelle réalité concrète. La réalité concrète est très éloignée de ces faits. C'est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Mes amis, ce dont nous parlions à propos de l'économie, à propos des tarifs, vous prenez des décisions et quand les entrepreneurs américains sérieux s'approchent, ils disent « Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne saviez pas que nous n'avons nulle part où acheter de la fonte brute. Vous ne saviez pas. » Donc, pour s'informer, c'est la même chose dans cette réalité. Dire que je vais prendre la Colombie ou que je vais retirer l'ambassade de la Havane.
D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement, à part accepter d'amener une partie, et même pas tous, une partie de ces guérilleros dans la lutte politique? Oublie les armes. C'est ce qui est arrivé à Gustavo Petro lui-même. Arrête la lutte armée et viens dans la lutte politique. Intègre-toi dans la lutte politique. Si quelqu'un a un doute à ce sujet, il peut choisir l'exemple, il peut prendre l'exemple des militaires israéliens qui ont mené leur lutte et sont revenus. Ou alors, nous célébrons les 250 ans de l'indépendance. Regarde les milices américaines qui ont mené la guerre d'indépendance, comment elles sont revenues à la lutte politique. Tu peux choisir, prends l'exemple que tu veux. Donc c'est pareil, l'exemple pour la Colombie, il faut attirer ces groupes de guérilla vers une lutte politique pour former un parti, enfin le mot est dur, mais c'est ça, civilisé, n'est-ce pas? Donc d'une certaine manière, c'est ce processus, c'est très loin de la vision de Peter Grexet et de Marco Rubio. Ceux-là ne sont intéressés que par, excuse-moi l'expression si dure, tu vois mon amour, à faire en sorte que les bonnes affaires à la Maison-Blanche soient à eux alors qu'elles sont maintenant à Donald Trump. Et alors?